La Cité européenne des scénaristes présente... C'est pas un combat qui est facile à représenter. On peut faire des films sur les violences faites aux femmes, les violences faites aux mineurs. C'est très spectaculaire de voir Denis Ménochet défoncer la porte derrière laquelle se cache la Drucker parce qu'il va lui casser la gueule. Là, on parle d'une violence faite à la nature. Comment tu représentes ça? Qu'est-ce que tu montres? L'écologie et le scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur 4, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier son rapport particulier au texte. La pédagogie clandestine, j'y crois vachement. Par exemple, dans le premier épisode de Lupin, on va avoir une scène où le chauffeur se fait alpaguer par un flic dans la rue parce qu'il laisse le moteur tourner. Donc lui, il pense qu'ils sont démasqués et juste le flic dit non mais là vous êtes à l'arrêt, éteignez votre moteur parce que c'est pas bon pour la planète. Et ça a servi la dramaturgie parce qu'on a un truc de suspense. Leur métier, accompagner l'industrie audiovisuelle dans sa transition vers des pratiques et des histoires plus respectueuses de l'environnement. Dans ce 4e numéro hors série de l'émission, la parole est à des spécialistes de l'écologie. À E5, mes invités du jour travaillent chez Imagine 2050, Sequoia Éco-Tournage, au Media Club Green, à la responsabilité sociale de Media One ou encore comme réalisateurs scénaristes. Quel est leur rapport au scénario? Je les laisse se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Cette émission a été enregistrée en février 2023. Bonjour, donc je m'appelle Mathieu Delahousse, je suis cofondateur de Sequoia Éco-Tournage, une société de conseil qui accompagne les sociétés de production sur la mise en place de projets responsables d'un point de vue sociétal et environnemental. Bonjour, Julien Trécart, je suis producteur essentiellement de documentaires dans une structure qui s'appelle Lucien TV et qui se voit aussi comme un laboratoire d'expérimentation justement de solutions écologiques pour les tournages. Et je suis aussi président d'une association qui s'appelle le Media Club Green, qui essaye d'accélérer la transition du secteur audiovisuel par tous les moyens possibles et imaginables. Bonjour, Yasmina Auburtin, moi je suis consultante en transition écologique et solidaire, mais par les récits. Je travaille pour une structure qui s'appelle Imagine 2050 et qui accompagne largement tout ce qu'on appelle leader culturel. Donc ça va être les journalistes, les diffuseurs, les producteurs, les scénaristes, mais même les communicants dans la promotion de nouveaux imaginaires dans leurs récits. Bonjour, je suis Fabrice Renaud, je suis producteur chez Merlin Productions. Je m'occupe de Merlin Productions depuis maintenant plusieurs années. Merlin Productions fait partie du groupe Media One et moi je fais aussi partie du comité de pilotage de Media One avec laquelle on a développer une charte RSE. La responsabilité sociale des entreprises, c'est ça? C'est ça, exactement. Bonjour à tous, donc moi c'est Stéphane K, je suis scénariste et réalisateur. J'ai fait un premier film que j'ai écrit et réalisé qui est sorti en 2012, Omblin, et un deuxième film qui est sorti le 8 février dernier, donc Les Têtes Givrées, qui est un film écologique, on peut dire, à la fois dans la forme et dans le fond. Pour attaquer avec la première question, comment votre engagement écologique dans l'industrie audiovisuelle est-il né? Mon engagement est venu d'une façon un peu particulière, c'est que je produis donc notamment une série qui s'appelle Clem, dans lequel la comédienne principale qui s'appelle Lucie Lucas est très engagée depuis un bon moment. Clem en a sa 13e saison aujourd'hui, donc il y a 5-6 ans, Lucie est venue me voir et elle m'a dit je ne souhaite plus continuer si on n'est pas écologiquement parfait. Alors on est d'accord, on va y revenir sans doute plus tard, mais il n'y a pas de perfection aujourd'hui. Mais en tout cas, il y avait cette volonté. Donc on a travaillé, moi j'ai commencé par soupirer, et par me dire oh là là, ça m'emmerde. Et puis au final, j'y suis venu de plus en plus, et puis j'ai trouvé ça de plus en plus intéressant. Voilà, j'y suis venu un peu par obligation au départ, j'avoue, et moi-même je n'étais pas très impliqué là-dedans. Et c'était il y a 5 ans. Et puis finalement, en fait, on y a pris du plaisir et on s'est rendu compte que c'était important petit à petit. Je me suis rendu compte que c'était important pour notre public. Je me suis rendu compte par les retours qu'on avait de TF1. On s'est rendu compte que c'était devenu important pour tout le monde, et puis c'est devenu clairement pour moi aussi. Et donc nous, on a commencé véritablement il y a 5 ans à produire écologiquement et à l'introduire dans les scénarios aussi. Moi, c'est par Cyril Dion. Et comme beaucoup de gens, et ça manque totalement d'originalité parce que le point de départ a été le visionnage de Demain. J'ai été régisseur pendant 20 ans. Mon associé Charles a été régisseur pendant 10 ans. On a beaucoup travaillé ensemble. Et un jour où j'étais un peu en galère avec ma nana, il m'a hébergé chez lui. Il était ailleurs et il avait le DVD de Demain encore sous blister. Et je me suis dit, tiens, depuis le temps, je vais regarder ce film.
Et quand j'ai fini de le regarder, je suis allé me coucher, j'ai pas dormi de la nuit, il y avait un truc qui me chiffonnait et le matin je me suis réveillé en me disant mais bon sang, mais c'est bien sûr, en fait ça fait quelques années qu'avec justement Charles on se demande ce qu'on pourrait faire à notre niveau pour améliorer ce métier qu'on adore, qui est celui de la régie et celui des tournages. Et là tout d'un coup apparaissait comme une évidence mais on peut faire ce qu'on sait faire au niveau où on peut agir, c'est-à-dire à la régie et dans l'organisation des tournages. Et c'est comme ça qu'on a commencé il y a 5-6 ans avec l'idée de mettre des gourdes, des gobelets et tout ça. Et puis en fait au fur et à mesure qu'on a dévidé la plotte, on s'est rendu compte qu'il fallait toucher les productions, il fallait toucher les donneurs d'ordre, qu'en fait il fallait toucher tout le cycle de création d'une œuvre et qu'il fallait commencer dès le début de la création et aller jusqu'au bout de la chaîne de création. Et c'est comme ça qu'on a après créé, structuré Sequoia pour accompagner l'ensemble du cycle de vie du projet et l'ensemble des intervenants sur un projet. Comme quoi, le DVD était sous blister et parfois il faut juste mettre un petit bout de plastique quand même dans la poubelle pour faire des grandes choses après. Et ça, c'est bien. Moi, j'avais un engagement personnel qui était là. Enfin, j'étais très 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 soucieux. J'étais, on va dire, frappé d'éco-anxiété très tôt, vers 2007-2008. Ça a correspondu à la naissance de mon fils aîné. Mais tout ça était très compliqué parce que je savais pas très bien quoi faire de ça. J'étais à part angoissé, à part psychoté, à part me dire le monde va dans le mur, voilà. Et il se trouve que juste après la démission de Nicolas Hulot, donc en 2018, j'ai une amie productrice qui m'appelle et qui me dit « il faut absolument qu'on se voit tout de suite, c'est impératif ». Bon, on va se voir, on va prendre un café. Et elle me dit, voilà, je viens de comprendre avec ce qui vient de se passer, cette histoire de petits pas, etc., qu'on va dans le mur. Ça fait 10 ans que je t'entends parler de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, mais si je savais ce qu'on peut faire, mais je suis super désemparé. Je suis comme toi. Là, elle me dit, non, mais je vais m'immoler par le feu, place de la République. Peut-être que ça éveillera les consciences. Je dis, surtout, fais pas ça. Bilan carbone désastreux. Voilà. Et, humour noir. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire à notre niveau? Et là, tout d'un coup, comme une ampoule au-dessus de ma tête, je me dis, ouais, je suis dans un truc qui s'appelle le Media Club. Elle aussi, d'ailleurs. J'ai accès à un fichier de 10 000 adresses de professionnels. J'ai la possibilité de monter des événements. J'ai la possibilité de créer du lien, de la communication autour de ces questions-là. En plus, je fais un métier de communication, je suis producteur. Donc, j'appelle Jérôme Chouraki, qui est le patron du Media Club, et je lui dis, est-ce que ça te dirait qu'on fasse, il y avait le Media Club L, qui était né un an avant et qui s'adressait à la problématique de la place des femmes, à la fois dans les représentations et dans les postes. Et je lui ai dit, est-ce que tu voudrais pas qu'on fasse aussi la même chose pour l'écologie, pour l'environnement? Et il a eu un peu la même réaction que toi, dire, ouais, t'es sûr, est-ce que ça emmerde pas un peu tout le monde? Alors, je dis, bah... Et il me dit, mais allons-y, tentons le truc. Et donc, on a monté un premier événement auquel participait Mathieu, d'ailleurs, dans lequel il y avait des gens de TF1, il y avait Magali Payen, qui est maintenant chez Imagine 2050, et qui avait fait à l'époque On est prêt, et qui avait contribué à faire l'affaire du siècle, qui a permis de faire condamner l'État français pour inaction climatique. Il y avait National Geographic, il y avait aussi des gens qui faisaient de l'activisme sur Internet. Enfin bon, et en fait, surtout, il y avait un monde de dingue. Et je me suis rendu compte à cette occasion-là qu'il y avait une vraie volonté chez beaucoup de gens de s'emparer de ce sujet-là. En fait, on était très nombreux à être un peu désemparés, à pas forcément avoir les clés, à pas forcément savoir quoi faire. Après, moi, en tant que producteur, donc je fais des documentaires, je suis bien évidemment essayé de faire en sorte que les productions qui sortent de ma boîte soient le plus clean possible, tout en ayant des films de la plus grande qualité possible aussi. Alors moi, j'ai toujours été un peu écolo, on va dire. Et c'est l'ordre de grandeur qui m'a mis une gifle, on va dire, en 2016. J'ai travaillé très longtemps pour une émission qui s'appelle Les Maternelles. Donc effectivement, les questions qu'on peut se poser quand on est parent, il y avait une chronique écolo dès les années 2000 en fait. Moi, j'ai toujours fait mes courses chez Naturalia, même à l'époque où c'était encore un magasin de babos où t'entrais en Birkenstock et t'avais des dreadlocks, tu vois. Mais c'est plutôt dans ma carrière, j'ai eu un passage où j'ai fait de la com, de la pub. Et en montant une petite agence de contenu spécialisée sur l'alimentation, je commençais à faire des rendez-vous chez Nestlé, puis je sentais un petit caillou dans la chaussure, j'étais un peu mal à l'aise, mais je savais pas exactement pourquoi. Enfin si, je me doutais, mais en bonne journaliste, j'ai eu besoin de creuser beaucoup plus. Et finalement, moi, mon entrée dans le monde des effondrements, on va dire, c'est par la perte de biodiversité, l'érosion des sols. Et finalement, là, première limite planétaire, donc moi, c'est pas
pas le réchauffement climatique qui m'a plongée en anxiété, c'est plutôt l'érosion de la biodiversité, la mort des sols, les déséquilibres bio-géochimiques du phosphore et de l'azote. Bref, là, 6 mois de gros bad, mais vraiment énorme bad. Aujourd'hui, on appelle ça éco-tristesse, éco-anxiété, éco-dep. Donc finalement, c'est cette histoire d'ordre de grandeur. Avant, je me disais, oui, il faut faire du bio, il faut soutenir ces filières, etc. Faut trier, mais ça s'arrêtait. Ouais, faut trier, mais j'avais pas la mesure de l'effondrement qui arrivait. Et à ce moment-là, ce déclic, je l'ai eu aussi avec le film de Cyril, parce que moi, avant ça, je faisais des formations en permaculture, j'avais décidé de quitter Paris, j'étais dans un truc très survivaliste. Et finalement, j'étais un peu coincée entre cette vie d'avant que j'avais envie de mettre à la poubelle, donc tout ce que j'avais fait pour les médias et la pub, et il faut plus y retourner, c'est pas bien. Et puis cette vie d'après qui n'arrivait pas encore, parce que je vivais en région parisienne, que mes enfants allaient à l'école et qu'ils n'étaient pas encore prêts à vivre dans une grotte. Pas encore. Et donc je me suis dit, voilà, je vais réécrire, développer des émissions, retourner à la télé et adresser ce sujet de manière populaire et joyeuse. Et là, on est effectivement en 2018. Je revois tous mes potes producteurs, productrices qui me disent « Mais en fait, de quoi tu parles ?» C'est clair. C'est pas un sujet. Et puis, comment tu veux traiter ça ? Nous, on veut du feel good, faut pas faire de programme anxiogène, etc. Eh bien, je me suis lancée dans la mobilisation citoyenne sur les réseaux sociaux, en rejoignant justement On est prêt, fondée de manière spontanée, en fait, aussi à la démission de Nicolas Hulot, toute cette communauté de youtubeurs, instagrammeurs, etc., qui se sont dit qu'il fallait qu'ils utilisent leur communauté aussi pour adresser des sujets transformateurs. Et en parallèle, commencer à travailler avec des éditeurs, des scénaristes, donc une série de romans jeunesse avec Glénat et des arches écolos chez Plus belle la vie, mais on en parlera tout à l'heure. Moi, ça fait un long moment que je suis éco-anxieux aussi, on va dire. J'ai mon premier déclic, je pense que c'était en 2010, quand j'étais membre d'une ONG qui s'appelle Eau Vive, et j'avais fait un petit reportage pour eux au Burkina Faso, où j'avais vraiment vu de mes propres yeux l'eau qui disparaissait des campagnes, des villages fantômes, parce qu'il y avait plus d'eau, et les anciens des villages qui racontaient que quand ils creusaient à 2 mètres, il y avait de l'eau à 50 ans, et puis là, il fallait à 120 mètres, et puis ils étaient même pas sûrs d'avoir de l'eau. Et tous ces bidonvilles qui se peuplaient, ces villages abandonnés, et là maintenant, je vois que c'est un peu ça qui arrive en France, avec la sécheresse qui commence un petit peu, mais ça me rappelle ce que j'avais vu là-bas. Donc, à un moment, je vais stop, je vais passer à l'action, et je vais essayer de faire ce que je peux, et j'ai commencé à faire déjà dans ma vie personnelle, essayer de faire du zéro déchet, des choses comme ça, et je me suis engagé dans des associations, j'ai essayé de faire un peu d'éducation à l'environnement dans des écoles, et je me suis dit, mon métier quand même, le cinéma, ça peut vraiment avoir un impact. Quand on voit le film demain, l'impact qu'il a eu, c'est magique, quoi. Donc, je vais essayer de faire aussi des films qui parlent de ça, qui donnent envie aux gens de se changer, de changer le monde, et j'ai bossé sur plusieurs projets, dont un qui s'est fait, donc Les Têtes Givrées, qui parle vraiment de la protection des glaciers et d'éducation à l'environnement, parce que je suis persuadé que pour avoir envie de protéger la planète, il faut déjà commencer par la connaître, établir un lien avec elle, être émerveillé par elle. Donc là, sur ce film, c'était les glaciers, mais si on voit pas que les glaciers fondent, on n'a pas envie de les protéger. Si on voit pas que les insectes disparaissent, on va pas changer. Et quand on grandit en ville, très souvent, on est quand même déconnecté de cette nature, ce qui était mon cas quand j'étais enfant. Pour le projet des Têtes Givrées, j'ai contacté un producteur parce que j'aimais bien les films qu'il produisait, mais aussi parce que je savais qu'il faisait des éco-tournages. Et c'était important pour moi d'être en cohérence avec le propos du film. Donc c'est à ce moment-là, je peux dire que mon engagement dans la profession est arrivé. C'est quand on est passé à la phase vraiment de réalisation, et avec Sequoia qui nous a accompagnés pour qu'on fasse un éco-tournage. Produit par Bonne Pioche, parce que je crois qu'on l'a pas dit encore. Donc je voudrais féliciter Yves Darondo et Pascal Guérin, parce qu'ils font un travail extraordinaire, et on travaille avec eux depuis longtemps. Donc juste, je crois qu'on n'avait pas cité Bonne Pioche. C'est quoi pour vous un scénario écologique ? D'abord, non, mais je pense que ce qu'il faut, c'est se demander pourquoi un scénario écologique ? Est-ce que ça a du sens, un scénario écologique ? On a tous cette notion de l'importance de la capacité d'accompagnement des transformations de la société, des histoires. Les films, les séries ont accompagné des grands changements de société depuis toujours. Il y a des exemples très négatifs comme des exemples très positifs d'ailleurs. Dans le négatif, vraiment les premiers, je vais prendre un point Godwin, à avoir compris l'importance du cinéma pour influer les masses, c'est les nazis. Et vraiment, ils ont... on aurait pu attendre 2 secondes, on aurait dit que ça durait longtemps là. Et ils ont investi massivement dans le cinéma, et quand ils envahissaient un pays, ça a été le cas en France, ils montaient un studio de production de cinéma local pour faire des films
pour le public local parce qu'ils savaient qu'il fallait rentrer dans les têtes. Accord Marshall, juste après la guerre, les Américains imposent que leur cinéma ait une place dans tous les pays dans lesquels ils ont contribué à faire évacuer l'occupant. Et pareil, parce qu'ils ont conscience de l'importance, eux c'est pour des raisons commerciales, c'est qu'ils savent que c'est une façon d'amener l'American Way of Life, le tabac, le coca, voilà, enfin tout dans tous les films, et la bagnole, etc. Enfin, d'ailleurs, le tabac aussi, dans les exemples négatifs, le tabac a très tôt compris l'importance d'être présent à l'écran, a payé massivement les studios et les stars pour qu'ils fument à l'écran et que ce soit un geste glamour, viril, perçu très positivement, alors qu'en fait ils empoisonnaient les gens. Alors après, de façon plus positive, il y a par exemple le designated driver, le Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Dans la série Cheers et dans la série Beverly Hills, il y avait cette idée qu'on montrait qu'il y avait toujours quelqu'un qui ne buvait pas et qui du coup avait la charge de conduire les autres, et ça a eu un véritable impact sur le comportement des gens et notamment des jeunes dans la société américaine. Donc la première question qui est le scénario écologique, c'est oui, la nécessité du scénario écologique, déjà comme préalable, je la pense super importante. Après, la question que tu poses, elle est super complexe parce que je reprends souvent une phrase d'Aurélien Barraud que je trouve formidable, qui est il y a énormément de combats à mener dans le monde, mais si on perd le combat de l'écologie, en fait, on les perd tous. C'est un combat pour la survie, en fait. Mais c'est pas un combat qui est facile à représenter. On peut faire des films sur les violences faites aux femmes, les violences faites aux mineurs. C'est très spectaculaire de voir Denis Ménochet défoncer la porte derrière laquelle se cache la Drucker parce qu'il va lui casser la gueule. Là, on parle d'une violence faite à la nature. C'est un processus très très long, ça fait des décennies. Alors, à notre échelle à nous, à l'échelle de la planète, c'est rien. Mais c'est super violent, c'est super rapide, et c'est maintenant, si c'est pas hier, qu'il faudrait agir. Comment tu représentes ça? Qu'est-ce que tu montres? Et en plus, la problématique écologique, c'est une kyrielle de problèmes. Yasmina le disait tout à l'heure, il y a 9 limites planétaires, dont 7 qui ont été dépassées. Tout ça est extrêmement dur à représenter. Et en plus, qu'est-ce que tu montres? On peut enchaîner sur Stéphane, peut-être comment toi t'as fait pour les glaciers comme ça, un personnel? Déjà, je me suis posé la question comment filmer, incarner le réchauffement climatique, parce que c'est lent, ça se voit pas, c'est invisible, donc c'est comment de manière cinématographique parler de ça, quoi. C'est là où j'ai pensé aux glaciers, parce que la fonte des glaciers, là cet été, la mer de glace a perdu 16 mètres de hauteur pendant la canicule. C'est un immeuble de 5 étages, pour donner une idée. Donc quand on voit ça, on le voit, le réchauffement climatique. Là, on peut pas, c'est physique. Quand on est dans un endroit comme ça, les glaciers nous parlent d'une certaine manière. Quand on regarde un glacier de près, il y a plein de petites bulles. Dans la mer de glace, elles ont 400 ou 500 ans. Parce que quand la neige est transformée en glace, le temps qu'elle descend en bas du glacier, donc c'est à une autre échelle de temps. Donc il y a un truc un peu mystique, un peu extraordinaire. Et donc, comment après faire un film, se centrer sur des personnages? Parce qu'un glacier, on va pas être ému. Malheureusement, les règles de dramaturgie font que on peut être touché par un glacier, mais il faut que ça soit des personnages humains qui portent ça. Donc après est née cette idée d'avoir un projet de classe de protection des glaciers pour amener les spectateurs sur ce sujet-là. Et après, dès l'écriture, on a commencé avec ma co-scénariste Isabelle Fontaine à contacter un glaciologue, même 2 glaciologues. Et pour moi, c'est très important que les scénaristes, pour faire des projets écologiques, qu'ils sortent de leurs écrans et qu'ils aillent dans la nature, justement pour avoir des choses à dire et pour apprendre, pour s'émerveiller soi-même et pour pouvoir vivre, parce que c'est d'abord les scénaristes qui vivent les histoires qui vont in fine être portées par les comédiens. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un scénario écologiste? C'est très vaste. Et j'aurais tendance à dire, enfin, pour moi, mais c'est très personnel, c'est quand il y a un message sur l'écologie ou quand il y a vraiment quelque chose explicite. Voilà. Mais après, il peut y avoir des scénarios pas écologistes, mais qui banalisent des comportements écologistes, et ce serait super aussi. Au lieu de faire une séquence avec un personnage qui va à son boulot en voiture, bah, tu le mets sur un vélo. C'est sympa aussi, hein. Même si le film parle pas d'écologie à la base. Exactement, ça n'a rien à voir avec le sujet du film, mais c'est juste, ça banalise le fait que tu peux très bien aller à ton boulot en vélo, en fait. Je trouve qu'une des forces du film Les Têtes Givrées, justement aussi, et c'est quelque chose sur lequel nous on a beaucoup travaillé, c'est aussi d'aller toucher ceux qui ne sont pas convaincus. Dans ce film, il y a des gens qui disent mais on s'en fout, c'est pas le but de l'école de les emmener sur un glacier, c'est le but. Et je trouve que c'est une grande force du film, c'est-à-dire qu'on va chercher les gens qui sont pas convaincus, qui sont aujourd'hui majoritaires. Je vais prendre un exemple qui est un peu différent, mais parce qu'on l'a appliqué ensuite sur nos séries, avec les auteurs Caroline Franc, Florian Spitzer, Ariane Zantin et Adrien Léveillé. On est parti d'un truc qui était arrivé en saison 7 de Clem. On avait un personnage qui est joué par Philippe Lelouch, qui est le père de famille de base, qui est un comédien que j'aime beaucoup et qui joue vraiment le gars qui fait des barbecues le dimanche, qui a sa Jeep et qui est content. Son fils a une relation homosexuelle et il dit ah bah non, ça peut pas être possible parce qu'il n'y a pas de PD dans la famille.
Donc c'était ultra violent. TF1 nous dit on peut pas dire ça comme ça, quoi. Moi je défends le travail des auteurs en disant si, au contraire, non seulement on peut mais on doit. C'est-à-dire qu'on doit aller chercher ceux qui le pensent réellement et puis après l'amener en évolution. Et à la fin, Philippe Lelouch, le père, reconnaît un peu son erreur, se dit bah non, effectivement j'ai dit n'importe quoi, je dis de la merde, c'est pas possible. Il faut que je change ma façon de penser, en fait. Ce qu'il faut faire, c'est ça, c'est avoir incarné le personnage. Pour moi, un bon scénario aussi qui parle d'écologie, c'est celui qui va incarner des personnages qui sont contre. Et qui sont contre pas parce qu'ils sont méchants. Faut pas culpabiliser les gens en écriture et leur dire ah, vous êtes vraiment des nuls et vous êtes débiles et ça. Mais aller chercher des gens qui petit à petit vont évoluer et vont se rendre compte de l'erreur, quoi. J'ai trouvé ça dans Les Têtes givrées que j'ai aimé. Bah merci, mais pour moi c'est très important ça, parce que c'est d'ailleurs une règle de scénario qu'on apprend dans les écoles de scénario, mais c'est que pour porter une thèse, il faut beaucoup travailler l'antithèse. Si l'antithèse n'est pas travaillée, ça devient très facile de... C'est des magots, quoi. Voilà, c'est des magots. Et plus l'antithèse est travaillée, c'est ça qui va faire travailler encore plus les arguments pour et qui va montrer la complexité, qui va respecter un peu tous les points de vue et qui fait que les spectateurs, ils vont se sentir écoutés et ils seront adeptes à pouvoir évoluer dans leur pensée. Et puis ce qui est intéressant dans ce que tu as fait, dans la façon dont tu as traité Les Têtes givrées aussi, c'est que initialement, et je crois pas que tu l'aies rappelé, c'est que c'est une classe de SECPA. C'est une classe qui est en échec scolaire. C'est Clovis Cornillac qui a vécu un drame dans sa famille et qui est moralement, psychologiquement très abattu, qui se retrouve à accepter cette place de remplaçant de professeur. Donc ça parle aussi d'une situation dans le milieu scolaire qui est complexe. Ça parle d'élèves qui sont dans des situations complexes vis-à-vis d'autres élèves pas forcément bien considérés, en effet en échec scolaire, très souvent pour des raisons personnelles et des raisons familiales qui sont aussi complexes. Et en fait, c'est des gens qui vont se retrouver à se révéler, à avoir une force, une combativité, à trouver une raison d'être dans ce combat qu'ils vont mener pour préserver leur vallée, pour lutter contre les autres. Et dans ce combat, ils vont exister. Et ça me rappelle justement un échange qu'on avait eu avec Camille Etienne, avec Yann Arthus Bertrand et Lucie Lucas justement, à une table ronde qu'on avait fait ensemble. Yann Arthus Bertrand nous avait dit agir rend heureux, alors que l'échec scolaire est pas positif, que le réchauffement climatique est pas positif, que les gens qui sont contre, c'est pas positif parce qu'on est en montagne et que la transition de la montagne dans le milieu de la neige, etc., l'or blanc et compagnie, c'est extrêmement complexe, c'est un sujet aussi extrêmement compliqué. Et finalement, de tout ça, sort quelque chose qui devient extrêmement positif, qui devient extrêmement joyeux, parce que justement, il y a je prends en main mon destin, je prends en main ce qui est en train de se passer et j'essaye de le faire changer. Et pour moi, c'est un des aspects, il y en a d'autres et je pense que Yasmina t'en parlera mieux que moi, mais c'est un des aspects qui est aussi important, c'est de réussir à montrer qu'il y a moyen de passer de l'anxiété à quelque chose d'autre. Ce que je trouve hyper génial, c'est qu'il n'y a pas un scénario écolo, il y a une biodiversité de manières d'adresser le sujet plus ou moins frontalement. Et c'est ça qui est super, tu parlais de mode de vie et c'est vrai que j'aime bien cette idée d'accompagner les scénaristes dans ce qu'ils peuvent faire, qui vont adresser le sujet à la racine. Et à la racine, c'est nos modes de vie, en fait, qu'il faut repenser, revoir. Est-ce que c'est le sujet central du film et on va mettre ça en première ligne ou au contraire en fond de décor? Bah ça, c'est à l'appréciation de l'auteur et de l'histoire qu'il a envie de raconter et comment il a envie de la raconter. La pédagogie clandestine, j'y crois vachement. C'est tout ce que tu vas instiller comme ça dans la façon d'être et de vivre et qui a sa grande importance. Ça peut être le sujet central de ton scénario et à ce moment-là, on va beaucoup travailler sur les représentations de nos modes de vie et de ce qui représente nos valeurs. Moi, je parle souvent pour contrecarrer cette idée que passer à un monde plus écolo, on y perd beaucoup, je garde ce même langage qui est de passer d'une abondance de biens à une abondance de liens. Donc dans une histoire, plutôt qu'avoir un loup solitaire, ça va être des meutes solidaires. Et puis sur ce qui crée de la valeur, enfin nos standards du bonheur, ce serait de passer plutôt de valeur du paraître, parce qu'on est beaucoup dans le paraître, que ce soit les signes extérieurs de beauté, de richesse, de pouvoir, de le tout but, ce c'est qu'on d'avoir veut. une voiture, de Voilà. l'argent. Et bien là, on peut investir plutôt le terrain des valeurs de qui nous sommes, donc des valeurs de l'être. C'est une exploration qui fait en fait exploser le plafond de verre de la créativité, et ça en publicité aussi, j'en parle beaucoup. Le monde sobre auquel il faudrait qu'on aspire, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est les rapports du GIEC, de l'IPBES, tous les rapports scientifiques qui font de la prospective nous amènent sur ce scénario de sobriété. Ça peut être la colonne vertébrale pour tous les raconteurs d'histoire, en fait. Et partant de cette connaissance-là et le fait que tu partes avec des glaciologues en immersion au vert, c'est génial. En fait, nous, c'est ce qu'on fait dans l'accompagnement. On s'est rendu compte que le manque pour raconter ces histoires écolo, il y en a deux. Il y a la connaissance,
la connaissance des enjeux. C'est quand même des choses qu'on n'a pas apprises à l'école, nous. Donc, les scénaristes, comme les journalistes, comme les producteurs, comme les diffuseurs, il faut qu'ils se mettent à niveau. Et puis, des belles histoires aussi. Parce que le deuxième truc, c'est qu'effectivement, quand tu te prends toutes ces réalités en face, ton imaginaire, il est forcément dystopique. Et donc là, l'intérêt, c'est d'aller chercher toutes ces belles histoires qui existent, en fait. Ces expériences de sobriété, elles sont réelles. Il faut juste aller les sourcer et les proposer aux scénaristes comme matière première pour imaginer des histoires tout en respectant effectivement les règles de la dramaturgie, parce que pour avoir une bonne histoire, il faut qu'elle soit bien racontée. Pour moi, le bon scénario écolo, c'est celui qui, dès que j'en sors, me donne envie de vivre cette vie. Je trouve ça génial. Je suis 1000 fois d'accord avec ce que tu dis. Et une des difficultés, je pense, c'est de toucher les jeunes aussi. Parce que je vous donne 2 anecdotes que j'ai vécues avec l'état givré. La première, c'est le casting. Parce que donc, le film, il y a plein d'adolescents qui portent le film avec Clovis Cornillac et Claudia Tagbo. Et donc, on a fait un grand casting sur toute la France, sur la Belgique. Et c'était pendant le Covid. Donc, j'avais demandé de faire 2 petites vidéos. La première vidéo, ils devaient se présenter 1 minute face caméra. Il fallait qu'ils s'imaginent le jour de leurs 40 ans. Et ils ont complètement raté leur vie. Mais tout raté. Et ils ont 1 minute pour se présenter. Et la deuxième, c'est le jour de leurs 40 ans. Et ils ont réalisé leurs rêves les plus fous. Mais vraiment, la vie rêvée, quoi. Et ils doivent se présenter en 1 minute. Donc j'ai vu plus de 300 vidéos de jeunes de toute la France et de la Belgique, voilà. Et j'étais marqué parce que les 3/4 des vidéos que je voyais de la vie rêvée, c'était ce que tu dis, c'est j'ai plein d'argent, je suis sur mon yacht, j'ai halluciné. Je sais pas si c'est représentatif de toute la France, mais quand même, tous ces jeunes qui rêvent de matérialisme, je trouve ça triste. J'ai fait aussi des projections scolaires et quand j'arrive au lycée, très souvent, les élèves, ils voient le film et dans les premières questions, avant de parler des glaciers et du climat, c'est monsieur, il a coûté combien le film? Des questions, mais moi, j'aurais jamais pensé une question comme ça quand j'étais jeune, quoi. Il y a un vrai besoin, c'est vital pour ces jeunes, en tout cas, de sortir de ce monde-là, de matérialistes. Ils ont tellement tout. Je vois mes enfants, ils ont tellement, il y a des jouets partout, à chaque Noël, il y a tellement une abondance de tout. Et les films écolos, c'est souvent un public plus âgé aussi qui va les voir. Donc, la difficulté est aussi de toucher les jeunes. Ce terme de film écolo est même, problématique dans un sens. Moi, je suis un fan invétéré depuis très longtemps de science-fiction. J'ai bouffé du Asimov et autres à ne plus savoir qu'en faire. Et en fait, il y a pas si longtemps, j'ai eu une prise de conscience et toutes les discussions sur les imaginaires, le changement des imaginaires, les échanges que j'ai eu avec Magali Payen, avec Cyril, etc. ont beaucoup joué à ça. Où à un moment, je me suis dit, mais en fait, faut arrêter d'imaginer que Aldous Huxley ou Ray Bradbury ou autres étaient précurseurs et ont anticipé quelque chose. C'est en fait, possiblement, ils ont façonné les imaginaires des uns et des autres. Et Jules Verne, si finalement les sous-marins ressemblent aux sous-marins qu'on imagine, c'est peut-être parce que les ingénieurs ont pensé à ça. Si la fusée, elle ressemble à ça, peut-être parce que Tintin, etc. Et en fait, aujourd'hui, être capable de se dire que c'est pas des gens d'il y a 50 ans ou d'il y a 70 ans qui ont été précurseurs, c'est qu'en fait, ce qu'ils ont dit, c'est tellement intégré dans l'imaginaire collectif qu'en fait, derrière, la société s'est construite de cette façon-là. Et aujourd'hui, c'est exactement le combat. J'ai une admiration énorme pour Cyril par rapport à ça et tout ce que vous faites pour Imagine 2050. Aujourd'hui, avoir ce point d'orgue de se dire il faut changer les imaginaires, c'est indispensable. On ne peut pas changer le monde si on n'est pas conscient qu'il peut y avoir un monde différent. Moi, j'ai grandi, le monde de plus tard, c'est le monde de Terminator, c'est le monde de Matrix, c'est le monde du jour d'après, c'est un monde où on passe par une catastrophe, le monde est détruit, et derrière, on reconstruit quelque chose. Si on n'arrive pas à changer la mentalité du fait qu'il faille qu'on passe par une destruction pour reconstruire quelque chose, on est sur cette éco-anxiété de toute façon, le mur va arriver, donc vaille que vaille, excusez-moi, on s'en fout. Alors que si on montre que d'autres possibilités, d'autres solutions, d'autres futurs sont possibles et on n'est pas obligé de tous mourir dans des atroces souffrances, donc on conçoit qu'on peut faire quelque chose, donc on peut s'engager, donc ça peut motiver. Et pour ça, en effet, il faut des scénarios qui montrent que d'autres futurs soient possibles, mais il faut aussi des personnages qui montrent que le changement est possible, donc il faut que ça se passe en filigrane, il faut que ça se passe en plein, il faut se prendre des claques dans la gueule à des moments par des activistes qui viennent dire qu'il faut changer les choses, qui jettent des pots de peinture sur des musées, qui font réagir, mais il faut aussi derrière, et c'est comme ça qu'on s'est positionné chez Sequoia, des gens qui viennent te prendre par la main une fois que tu as envie de changer pour t'expliquer quel est le chemin à suivre, parce qu'une fois que tu as ton éco-anxiété, je pense ici on l'a tous vécu, une fois que tu te mets à flipper, une fois que tu es en train de battre triper chez toi à regarder tes enfants, te demandant quelle connerie t'as faite en ayant des enfants, etc. Si t'as pas quelqu'un qui te chope et qui te montre qu'il y a des choses qui sont possibles et qui te montre que tu peux avancer et qu'un autre futur est possible et souhaitable, en effet ça peut être très très négatif. Alors c'est vrai que si je puis dire, je trouve ça complexe dans l'écriture, parce
que c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup et on essaie de sortir des séries là-dessus. Le gros problème est celui de l'obstacle. On a travaillé notamment sur des scénarios sur le fait qu'il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas un truc qui est mort, il n'y a pas un truc... Mais il y a eu une évolution finalement bien qui s'est faite avec des échanges avec les animaux, donc on avait travaillé sur une dystopie assez positive. Le problème, c'est qu'on n'arrivait pas à créer ensuite d'obstacles. On n'arrivait pas à dire notre arène d'un coup est devenue problématique pour telle et telle raison, parce qu'elle n'est pas problématique. C'est une arène qu'on souhaite. Tous les auteurs qui ont bossé dessus, à chaque fois, me disent j'arrive pas en fait. J'arrive pas à bosser sur un futur gay, parce que raconter quelque chose qui se passe très très bien. Sans conflit, il n'y a pas d'histoire. Sans conflit, ouais, voilà, exactement. Il n'y a pas d'histoire. Et on tape un peu là-dessus. Et là, je parle juste de la science-fiction. Moi aussi, j'avoue, je suis très fan de science-fiction et de fantasy et tout ça. Et la fantasy est pas inintéressante justement de ce point de vue-là, parce que on se promène à cheval. C'est pas urbain déjà. C'est pas urbain, exactement. Donc voilà. Mais c'est vrai que nous, on a essayé et que pour l'instant, j'avoue, on a échoué avec des auteurs très compétents. Et après, je voulais juste donner 2 exemples parce que je trouvais que c'était marrant sur ce qu'on a pu faire sur certaines séries, la manière un peu clandestine, comme tu disais justement, d'introduire l'écologie et tout ça. À un moment, on avait besoin d'avoir un mec un peu sexy, qui était François-David Cardonnel. On voulait le mettre torse nu, on voulait le mettre, et puis on lui avait fait faire du sport. Et puis finalement, les auteurs ont dit bah non, on va lui faire construire une citerne qui va recueillir l'eau de pluie. Il fait sa citerne et effectivement, bon, c'est costaud. Donc, on a eu tout ce qu'on voulait. La séquence est méga sexy. On a vu sur les réseaux sociaux, tout le monde dit mais qu'est-ce qu'il est beau. Et moi aussi, je veux que mon mari construise une citerne. et voilà. Et ça marche très très bien. Et ça marche vraiment bien. Et pareil, on a fait une séquence très comédique qui a très bien marché aussi. Où là, c'était dans Clem pour le coup. Lou Denis Elion qui joue le rôle dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire maintenant que Philippe Lelouch est parti, c'est Lou Denis qui fait un avocat qui se moque un peu de l'écologie, qui dit non mais c'est bon, de toute façon le monde s'en sort toujours, on arrive toujours à trouver des solutions, on s'inquiète pour rien. Et il vit donc avec Clem qui elle pour le coup est très engagée là-dedans. Et on a une séquence, il prend une pince à linge, il se la met sur le nez et puis il se dirige vers le compost. Clem le regarde, mais tu fais quoi? Et il dit bah, ce truc ça pue, c'est une horreur. Il dit mais ça pue pas. Et donc on le voit mettre la tête dedans. Et il dit, ah bah ouais, c'est clair, putain, ça sent rien. Et ça a fait rire tout le monde. Et sur les réseaux sociaux, ça a très bien marché. Elle a été reprise plusieurs fois, cette séquence. Et en fait, c'est de la comédie. C'est de la comédie pure. Sauf que cette comédie, on l'a intégrée dans l'écologie. Et on s'est rendu compte, là, pour le coup, par les réseaux sociaux et par les retours TF1, que les gens pensaient vraiment que le compost, ça puait grave et que c'était un gros problème. En touchant TF1, en touchant ces 4 millions de personnes, on leur a expliqué que non, en fait, voilà, ça n'a pas d'odeur. Mais en même temps, c'était drôle. Ce qui est amusant, c'est que c'était un cliché qui était colporté par TF1. 15 ans avant, il y avait un téléfilm avec Berléand qui justement arrivait devant un compost et disait ah ça pue, c'est dégueulasse. Mais il y a plein de trucs qui sont contre-intuitifs, de clichés, ici de fausses bonnes idées d'ailleurs. On sait que c'est le fameux exemple des pailles en plastique qui représente 0,0001% des déchets plastiques dans la mer et tout le monde s'est mobilisé pour faire interdire les pailles en plastique et 40% des déchets c'est les filets de pêche des pêcheurs qui sont laissés par les chalutiers et ça personne n'adresse ce problème-là. Et ça pour le coup ça a été dénoncé par un très beau documentaire qui est sur Netflix qui s'appelle Seaspiracy. C'est hyper compliqué pour les scénaristes parce qu'il va falloir qu'ils se documentent, qu'ils apprennent à savoir de quoi ils parlent et il faut qu'il y ait une volonté qui soit commune, partagée par les diffuseurs, par les producteurs, par les distributeurs. Nos pratiques doivent aussi se mettre en accord avec ça parce que si on donne des leçons à la terre entière mais que nous-mêmes on n'est pas le plus vertueux possible dans nos pratiques, bah ça va très vite se retourner contre nous, ça va être comme un boomerang. Les stars qui prennent un jet privé pour aller à l'autre bout du monde pour t'expliquer qu'il faut trier tes déchets, en fait les gens sont pas bêtes, ils le voient et en fait ils trouvent ça insupportable. Tu parlais des pratiques à un instant, ça va être ma question suivante. Du coup, qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui pour les scénaristes comme outil pratique pour adresser la question écologique dans leurs scénarios? Tadam. On s'est tous retournés vers Yasmina. Ouais, c'est un peu mon boulot de sourcer tout ça. Alors il y a le guide de l'écran d'après qui est sorti il y a 5-6 mois, même pas, non? Ah non, 2 mois, je dirais. Donc, où on a un collectif de producteurs et de diffuseurs qui ont réfléchi ensemble sur les représentations et toute cette pédagogie clandestine dont on parlait tout à l'heure. Mais il y a aussi d'autres outils qui nous viennent de Grande-Bretagne, du guide d'Albert, s'appelle wearealbert.org. Allez faire un tour sur ce site parce que je trouve ça merveilleux. Donc, il y a plusieurs outils. Il y en a un qui s'appelle le test Planet Friendly
qui vous permet de tester en fait vos programmes, et c'est assez largement, c'est pas que la fiction, hein, ça peut être du factual entertainment, ça peut être du documentaire, et donc vous répondez par oui ou par non à certaines questions, et puis... il y en a qui viennent en tête là comme ça, des questions qu'on a une petite idée de s'il y en a qui... c'est est-ce que il est fait mention de tel sujet, est-ce que quelqu'un incarne le changement, vous allez avoir cette série de questions qui va vous permettre d'évaluer grossièrement votre programme, et après on vous envoie de l'inspiration. Il y a un équivalent du Bechdel qui s'appelle le Planet Test. Oui, c'est Baptiste. Je précise ce qu'est le test de Bechdel, pour ceux d'entre vous qui ne le connaîtraient pas. Il s'agit d'un bref questionnaire proposant d'évaluer la représentation des personnages féminins dans une histoire. Il tient en 3 points que voici. L'histoire présente-t-elle au moins 2 personnages féminins qui, à un moment, discutent ensemble d'autre chose que d'un homme? Avec le temps, a été précisé que ces 2 personnages féminins doivent avoir un prénom. Voilà, avant de laisser Yasmina vous présenter donc l'équivalent écologique du test de Bechdel, le Planet Test, je précise que toutes les références citées dans cet épisode sont répertoriées dans sa description, si vous souhaitez les retrouver. Et donc voilà, les 3 questions, c'est est-ce que mention est faite de la nature? Est-ce qu'un personnage œuvre pour faire de ce monde un monde meilleur? Et est-ce que des comportements nocifs pour l'environnement sont représentés comme nocifs? Il faut savoir qu'il y a 3 ans, je crois que 90% des séries et de ce qui se passait des unitaires à la télévision ne passaient pas le test Bechdel en France. Et aujourd'hui, en 3 ans, ça a évolué d'une manière incroyable. Donc tout ce dont tu parles, je pense qu'il faut vraiment y aller, parce que je connaissais pas Planet Test, je vais aller voir. Tu vas voir. Ces questions-là nous permettent à nous, par exemple producteurs, de se dire, ah bah tiens, c'est fou, moi je pensais que je le passais et je le passe pas du tout en fait. Ouais. Et donc, dans les exemples de Planet Test, ce qui est marrant, c'est que, par exemple, dans le premier épisode de Lupin, qui est pas du tout une série écolo, mais alors loin de là, on va avoir une scène où le chauffeur de Lupin, qui fait partie des voleurs, se fait alpaguer par un flic dans la rue parce qu'il laisse le moteur tourner. Donc lui, il a vraiment peur il pense qu'ils sont démasqués, et juste le flic dit non mais là vous êtes à l'arrêt, éteignez votre moteur parce que c'est pas bon pour la planète. Et donc finalement, on peut passer son Planet Test comme ça de manière clandestine toujours finalement. Clandestine, puisqu'on a pointé comme négatif un comportement, et ça a servi la dramaturgie parce qu'on a un truc de suspense, et que finalement il coupe son moteur et ouf, on n'a pas été pris. Donc ça, c'est un outil très sympa. Il y a les shifters aussi. Alors les shifters, c'est tous les bénévoles qui travaillent autour du Shift Project. Le projet de Jean-Marc Jancovici pour transformer l'économie, le plan de transformation de l'économie française. Exactement. Et donc des bénévoles se sont amusés à faire un compte Instagram qui s'appelle Some Like It Cool. Je vous invite à vous abonner à ce compte Instagram, et où ils vont justement déconstruire tout un tas de représentations dans les films qui sortent. Voilà, c'est une narration très fun et très sympa, et là ça vous met vos petites piqûres de rappel sur visibiliser des choses qui sont hors de notre champ en fait, et ça c'est pas de notre faute, c'est la faute à notre imaginaire dominant, mais on a des angles morts en fait de nos valeurs, de nos pensées, de nos vigilances, où ah bah oui c'est vrai, ça j'y aurais pas pensé à le représenter comme ça a pas forcément un enjeu énorme sur la narration, mais ça dit tout. Voilà, mon personnage écrase une clope par terre. Bon, voilà, ça m'a échappé, mais pardon. C'est important ce que tu dis, c'est extrêmement important de la prise de conscience des scénaristes. Il y a plusieurs tables rondes que j'ai faites avec des scénaristes et des cinéastes sur un risque certain qui va arriver, qui est un risque de dérapage de cette démarche de conscientisation. Et on le voit aujourd'hui sur le côté représentativité, parité, diversité, etc. Un certain nombre de films ou de séries où c'est mal fait, où on l'a fait parce qu'il fallait le faire, et c'est assez obvious. Et je pense qu'aujourd'hui, ce risque est réel aussi, d'avoir des structures qui disent « Ah, il faut notre caution écolo, donc il faut qu'on fasse un truc », et un truc qui va se retrouver imposé et qui va être mal fait, malvenu, mal amené. Mécanique, et ouais. Donc il est extrêmement important que justement les scénaristes, les artistes, les créateurs, les créatrices s'emparent de ce sujet avant qu'on leur impose, pour être capable justement de l'assimiler, de l'intégrer, de se rendre compte, de prendre conscience de ces blind spots, etc. Avant que ce soit des financiers qui disent « Ah bah oui, mais attends, il faut que tu rajoutes ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. » Que ça devienne une grille marketing du coup, et que ça devienne moins... Exactement. Quand il y a des changements, on a souvent tendance à passer d'un extrême à l'autre avant de trouver un juste milieu, et l'extrême d'une sorte de censure écologique
peut être un risque qui arrive, qui ne servira absolument pas la cause. Après, moi, j'ai tendance à penser que c'est un peu inévitable. D'une certaine façon, je trouve ça pas si mal. Parce que je pense qu'on n'a pas encore eu notre MeToo de l'écologie. Au moment où on enregistre, on est quelques jours après les Césars. Il y a une militante, une activiste qui est montée sur scène au César pour dire « Eh les gars, vous parlez d'écologie dans le cinéma ?» Personne n'en avait rien à foutre, elle a été évacuée. Il y a aussi quand même... Mais coupée. Évacuée et coupée par le diffuseur. Coupée, oui, Ouais. en plus, le diffuseur, les diffuseurs, donc on ne nommera pas du coup. Que personne ne connaît évidemment. Voilà, que personne ne connaît. Qui n'est pas lié au cinéma trop, en plus. Non, du tout, ni au cinéma, ni à l'audiovisuel. Non. Il y a clairement aujourd'hui une mobilisation qui est là, non mais c'est, Qui est encore naissante, donc du coup il n'y a pas eu le backlash encore derrière, de retour de bâton. on a l'impression que tout le monde est hyper mobilisé, mais la réalité aujourd'hui, c'est que c'est pas le cas. Tu parles de MeToo de l'écologie, je sais pas si c'est possible, parce que malheureusement, les animaux ils parlent pas, les arbres ils parlent pas, les glaciers ils parlent pas. Pire que ça, moi j'ai presque envie de me dire, il y a 15 ans, je me serais MeTooée moi-même, en fait. Je suis devenue assez bienveillante, on pourrait dire que c'est bisounours, mais tu nous demandais quel a été notre déclic. Et moi souvent je dis aux gens, avant que vous ayez eu votre déclic, quelle personne vous étiez? Et en fait, on n'était pas respectueux et on était du côté des méchants qu'on est en train de dézinguer là. Si je compte le nombre de litres de kérosène que j'ai utilisé en tant que régisseur. Et je trouve que c'est hyper important de se le rappeler, en fait, qu'on a été d'une imperfection crasse. De se rappeler aussi qu'en tant que Français, déjà, on est à presque 2 tonnes juste parce qu'on est Français. C'est dit, il faudrait qu'on soit Oui, à 2 oui, tonnes. on est à et on est à 9, 10 tonnes. on est à 9,9, mais même si on ne fait rien, c'est-à-dire le fait d'être français, même si tu arrêtes de manger, respirer, te déplacer, nos services publics font presque, enfin c'est 1,5 ou 6 tonnes. Donc de toute manière, d'être français déjà, c'est scandaleux. Heureusement, on est en train de détruire les services publics, donc ça va s'arranger. Je suis à moitié d'accord avec toi. Débattons un peu. C'est un peu comme de dire, tu vois, des gens qui disaient des trucs un peu racistes ou antisémites dans les années 20 ou 30. Tu reviens vite au point Godwin à chaque fois. Ouais, non, mais il y a un moment, ok, mais si tu veux, il y a aussi un point justement de connaissance des enjeux. Tu peux plus dire on savait pas. Il y a que notre président qui l'a tenté. Au Nouvel An, Ouais, ouais. Au Nouvel An, ça c'était quand même Voilà. fou. Hein. Qui l'eût cru? Il va le payer encore un bout de temps. À un moment, faut que les gens qui font pas ce qu'il faut et qui tiennent pas des discours appropriés s'assoient, regardent. En fait, il y a un lien aussi, et nous, c'est ce qu'on défend avec Sequoia, il y a un lien avec la fabrication. Je m'adresse aussi aux producteurs et productrices. Pour pouvoir changer, tout doit changer. Il est complètement illusoire de se dire qu'on peut transformer de façon clandestine des scénarios avec des messages en filigrane, qu'on peut produire des films engagés, etc., si derrière on n'engage pas sa production et son mode de fabrication. Il y a toute une façon de revoir et de repenser notre société, notre façon de cohabiter, notre façon de collaborer. Nous, on se l'applique chez Sequoia dans un principe de gouvernance où on essaye d'avoir une gouvernance linéaire, circulaire, des modes de façon de se salarier, etc. Les patrons chez Sequoia, on est les moins bien payés de la boîte et c'est aussi quelque chose qu'on a voulu volontairement pour essayer de changer une notion hiérarchique. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, si on veut changer les choses, si on veut plus facilement accepter ces changements dans les histoires, etc., il faut accepter que ça commence par soi. C'est pour ça que chez Sequoia, on défend la RSE et pas que l'écologie, parce qu'en fait, un film qui essaierait de défendre la planète, de mettre des gourdes, des gobelets, mais sur lequel derrière on a des problèmes de MeToo, sur lequel derrière on a des horaires de travail qui sont insupportables, etc. Après, on a des productions qui disent oui, mais des problèmes de budget et tout. En fait, c'est bien ça. La question, c'est que c'est tout le système à repenser. Si les personnes avec qui vous travaillez, vous leur donnez pas le temps de changer leur méthode de travail qu'elles font depuis 20 ans, parce qu'elles ont appris à travailler comme ça, et en fait ces personnes ne pourront pas travailler différemment, et si elles peuvent pas travailler différemment, vous pouvez pas leur imposer de faire un tournage éco-responsable, parce que voilà. Pour moi, c'est super positif ça. Enfin, moi, en tout cas sur mon film, donc on a fait un éco-tournage avec Sequoia, mais tout le monde était content, quoi. Ça fait du bien parce que tous les postes, la déco était entièrement recyclée, le maquillage, tout était bio, les lampes basse consommation, enfin vraiment on a tout essayé et tout le monde est content de faire quelque chose pour la planète. Donc en fait ça donne de la bonne énergie sur le plateau et c'est pas une contrainte, c'est le fait qu'on mange local, bio, zéro déchet évidemment. On mange bien, on fait vivre des petits paysans qu'on rencontre, enfin, c'est chouette quoi. Il y a beaucoup de choses, c'est juste de la volonté. Parfois, c'est plus compliqué ou ça touche au financement, mais il y a quand même beaucoup de choses, c'est juste de la volonté et ça fait du bien. Il y a une espèce d'effet boule de neige qui est absolument génial. Nous, on s'est fait accompagner par Sequoia sur le tournage d'un documentaire. On tournait sur 4 continents et on a réussi à descendre notre bilan de carbone de 78% par rapport au prévisionnel. Tout simplement parce qu'on a recruté des équipes locales pour faire les tournages en Nouvelle-Zélande, en Éthiopie, dans tous les pays où on a tourné et que du coup, on prenait pas de billets d'avion et d'hébergement et qu'en revanche, on travaillait beaucoup plus en amont pour recruter les personnes qui allaient tourner localement.
évidemment. Alors, on a pu le faire parce que c'était un documentaire, etc. L'effet boule de neige dont je parle, ce que je trouve absolument génial, c'est que derrière, ce film a tourné dans plein de festivals. C'est un film qui s'appelle Les Incorrects, qui marche très très bien. Il y a un festival qui appelle la productrice du film pour dire venez dans le sud pour la projection du documentaire, et elle dit oui, bah avec plaisir. Donc vous avez votre avion à telle heure. Elle dit ah non, mais moi je viens pas montrer le film en avion. Et il y a une espèce de truc où même après, dans la vie du film, les gens qui ont travaillé sur le film ont tout d'un coup des réflexes et de même vont dire bah non, mais moi je vais prendre le train. C'est pour ça qu'on a fait ce comité de pilotage chez Media One avec notamment Alison Bégon, je crois qui est une ancienne de Sequoia. Et on a monté ce comité de pilotage avec Anne-Claire Tell de chez Media One, dans lequel tous les producteurs sont venus et on a échangé sur nos expériences. Ce qui a permis de dire tiens oui, ça c'est pas con, ça j'y avais pas pensé. Un exemple, nous par exemple, on n'imprime plus les feuilles de service. Alors la feuille de service, c'est une feuille qui va dire à toute l'équipe, à l'ensemble de l'équipe, parfois on peut être sur une fiction jusqu'à 200 personnes, qui va dire à toutes les personnes ce qu'on fait demain. À quelle heure on va chercher telle personne demain pour la régie, qu'est-ce qu'on va jouer demain, qu'est-ce qu'il faut prévoir comme accessoire demain. Donc 200 documents par jour du coup d'imprimer, ça veut dire. C'est ça, exactement. Et nous, ça fait donc 5 ans qu'on arrête et qu'on l'envoie tout simplement. Au début, on l'envoyait sur les mails. Sur les prochains, on va arrêter parce qu'on s'est rendu compte aussi des problèmes écologiques sur les mails. Et donc maintenant, on va les mettre sur une Dropbox où les gens pourront aller le chercher. Ce qui va diminuer aussi le coût de l'énergie. Ça simplifie même le travail de tout le monde. Et comme on l'a dit, effectivement, d'un coup, on est chez Media One 27 sociétés de production de fiction. Les autres ont dit, tiens, c'est pas con, on va le faire. Et eux-mêmes, d'autres producteurs ont amené aussi des idées que moi j'ai reprises en disant, tiens, oui, t'as raison, ça, j'avais jamais pensé, on va le faire. Et donc, ce comité de pilotage et ensuite cette charte RSE qu'on a sortie, c'est aujourd'hui un document qu'on a envoyé à toutes les personnes qui travaillent aujourd'hui chez Media One, ce qui est énorme, parce qu'il y a aussi 3 sociétés de cinéma, il y a aussi des sociétés de documentaires, enfin. L'animation, ouais. D'animation, exactement, on fait de l'animation. On a envoyé cette charte de bonne conduite, donc à la fois sur comment éco-produire et à la fois sur comment on peut aussi écrire. Quelque chose que j'ai l'impression qui est assez rare dans les productions, qui pourrait être pas mal, ce serait que dans le budget scénario, il y a une toute petite enveloppe, pas grand-chose, mais juste pour payer de temps en temps un billet de train, une nuit d'hôtel, ou juste pour aller, par exemple, voir un glacier en période de scénario, ou aller dans la mer, si on fait un film qui parle de la mer, à un moment, si on est tout le temps à Paris, dans son petit appart... Alors c'est qu'un, mais pour vous dire, c'est 10 000 €, parce que nous, on le fait. On a évalué ces 10 000 € par 52 minutes de surcharge, mais c'est 10 000 € par 52 qu'on prend tout seul en charge. Les diffuseurs n'y vont pas, quoi. La feuille de service, on avait fait un calcul pour un tournage moyen de 5 semaines. Ne pas imprimer la feuille de service, c'est pas loin de 10 000 € d'économie. Oui, effectivement, c'est plus 30 000, moins 20 000. Les gens souvent nous disent, ouais, c'est le premier truc, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je risque, quel est mon intérêt ? Bien amené. Et qui dit bien amené, c'est amené à l'origine du projet. C'est énormément de gains économiques parce que c'est repenser les modes de fabrication, c'est éviter les dépenses somptuaires, c'est éviter les gaspillages, c'est éviter tout ça. Une feuille de service qui est imprimée, on avait calculé chaque jour à peu près 5 à 10 minutes d'une personne assistante de production qui va s'occuper de l'impression, de l'agrafage, de machin, etc. Plus le temps de travail de la personne qui va distribuer cette feuille, etc. Plus derrière le temps de récupération des feuilles qui sont laissées par terre et compagnie. Si on prend juste ce temps de travail, multiplié par le nombre de jours, etc., on arrive à des économies salariales de 10 000 €. Si on ajoute à ça l'encre, le papier, l'imprimante, le machin, etc., on arrive à des économies qui sont assez importantes. Ce qui veut dire que, en fait, si on ne réfléchit pas en mode je fais toute ma prépa et tout mon travail en amont de la même façon que d'habitude et au dernier moment, j'essaye de voir tout ce que je vais pouvoir faire pour compenser ce que j'ai fait comme d'habitude, et j'emploie volontairement ce que j'ai fait comme d'habitude et pas ce que j'ai mal fait, en fait, c'est là qu'on se retrouve avec des surcoûts. La question de ce qu'on peut faire de mieux pour la production d'un point de vue écologique, on la pose dès la première réunion de préparation. Plus on pose les questions en amont, plus on est capable de mettre en place des choses qui vont pas coûter des fortunes. Sur certains types de tournages, c'est intéressant d'intervenir au maximum sur la question des transports. Sur d'autres, ça va être la question de l'énergie. Sur d'autres, ça va être la question des déchets ou de l'alimentation. Je pense que tout scénario, justement, écolo, pas écolo, il devrait y avoir 2 lectures. Et c'est là où, effectivement, justement, les diffuseurs devraient nous aider, nous les producteurs, à prendre en charge une lecture par des gens comme Yasmina sur le message, sur la façon dont on peut représenter intelligemment et justement en étant fun. Et effectivement, je pense qu'il y a une lecture technique du scénario. Justement, c'est super important. Sur ça que je voulais vous emmener juste après, c'est qu'on a fait la partie des outils par rapport au contenu du scénario. Et maintenant, c'est comment le contenu d'un scénario peut favoriser en aval une production éco-vertueuse. Est-ce que le scénariste, dans ce qu'il écrit, a une main sur ce que ça va induire en termes de production ? C'est Yasmina qui parlait du plafond de la créativité qui va exploser. C'est qu'à un moment, on va se dire, bon là, ils ont écrit, ça se passe à Bali, mais est-ce qu'on peut pas tourner autrement ? Ou est-ce qu'il n'y a pas des dispositifs, au lieu de donner 100 personnes à l'autre bout du monde, est-ce que finalement tourner dans un studio avec un mur de LED en termes de consommation
consommation d'énergie, c'est beaucoup moins impactant, etc. Toutes ces questions-là, en fait, après, c'est le scénariste qui va faire en sorte que ça soit intéressant à voir, que ça soit marrant, que ce soit prenant, que ce soit émouvant, que ce soit selon le genre dans lequel on s'inscrit. Le rôle du scénariste, il va être de reprendre le scénario pour que ça reste bien. Nous, dans l'accompagnement qu'on fait des structures, et on commence à accompagner de plus en plus de structures à partir de la lecture du scénario, le but est surtout pas de changer les histoires. Et c'est pas notre travail, on n'est absolument pas compétent là-dessus, et je le dis haut et fort. Nous, notre boulot, c'est d'attirer l'attention et d'aider les personnes qui doivent prendre des décisions à avoir toutes les informations pour prendre ces décisions. Et de leur dire, attention sur ce point-là, en effet, et je vais parler de choses que j'ai faites, vous prévoyez d'aller tourner en haut d'un glacier avec 80 personnes, etc. Est-ce que vous êtes sûr? L'impact écologique, ça va être celui-ci, il peut exister des alternatives, etc. Et de la même façon que quand on écrit un scénario, il peut y avoir des scènes qui coûtent cher et qui sont nécessaires pour le projet parce que par rapport à ce que ça va amener, c'est une grosse scène de cascade qui est extrêmement importante, donc si on l'a pas, on perd la dramaturgie du film. De l'autre côté, je l'ai vécu aussi, il y avait des scènes de cascade et il y avait pas le budget et elle n'était pas indispensable et ça s'est fini avec quelqu'un au téléphone qui dit « Quoi ? Il a eu un accident ?» Et voilà, et on vient de gagner pas mal de pognon et voilà. Nous, c'est un petit peu cette idée-là. Notre travail, c'est justement pas de dire « tu fais bien, tu fais mal, etc. » C'est de mettre en lumière à toutes les étapes, donc que ça soit dans le scénario ou que ça soit après dans la façon dont on a envisagé de tourner la scène ou que ce soit avec le matériel avec lequel on a envisagé de tourner la scène, à chaque étape, il y a moyen de réfléchir différemment, il y a moyen de changer les choses. Donc un scénario est écrit d'une certaine façon, mais il va être produit, financé d'une certaine façon, mais il va être techniquement réalisé d'une certaine façon. Les repérages qui vont être faits, aider une personne qui va faire les repérages, qu'on appelle un repéreur ou une repéreuse, à intégrer des impacts écologiques. Plus un décor aura un gros impact écologique, plus ça veut dire qu'il coûtera cher, parce que peut-être qu'il y aura des moyens de déplacement, il faudra y aller avec des hélicos, avec des 4x4, avec des machins, etc. Donc on relie du financier avec de l'environnemental, donc on parle aux directeurs, directrices financières, mais on parle aussi à la fibre écologique. Et en fait, nous, notre métier, c'est ça. C'est d'amener justement, on parlait de blind spot tout à l'heure, d'amener à avoir une vision beaucoup plus large sur justement, est-ce que vous êtes sûr d'avoir pris en compte tous les critères, et à partir de là, d'avoir pris des décisions en connaissance de cause pour ne pas vous faire non plus taper sur les doigts derrière, que ça soit par vos financiers qui ont besoin d'avoir des bilans derrière et qui veulent pas avoir une mauvaise image, ou par rapport à vos partenaires communication, marketing, ou par rapport à une actrice ou un acteur engagé qui n'a pas envie de participer à un projet qui pourrait avoir une mauvaise image. En fait, c'est juste ça. Et derrière, ce qui est en train de se passer, ce qui est intéressant, c'est qu'on devient ce support de discussion, en disant mais là on sait pas, est-ce que c'est bien, est-ce que on va dans le bon sens. Et est-ce que Stéphane, toi du coup t'as dû par exemple adapter ton scénario pour des raisons de production, d'écologie visuelle à la production? Oui, mais ça pour tout film déjà, on fantasme un film et puis après je prends un exemple, il y avait un skatepark incroyable avec vue sur la montagne. C'était une séquence qui se passait dans un hangar à Dameuse. Quand j'ai vu la beauté du lieu, je me suis dit on va changer, on va mettre ça là. Comme ça il y avait l'univers de l'enfance, la montagne dans un décor. Enfin là c'était pas forcément un critère écologique. Après oui, on voulait éviter maximum les hélicoptères et donc moi j'ai fait des repérages dans la montagne quasiment tous les week-ends pendant le tournage. Alors que j'aurais pu demander survoler en un quart d'heure d'hélico 4 spots, j'y allais à chaque fois en 3 heures de marche. On a fait une séquence finale, on a utilisé des remontées mécaniques pour monter les figurants. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est plus... J'ai les deux casquettes de scénariste et réalisateur, c'est plus le réal en fait, pour moi, qui prend ses décisions qu'au scénario. Okay. Au scénario, on peut prendre des décisions aussi. Je reprends l'exemple du vélo. Si on fait une course-poursuite en voiture, forcément, on a un bilan carbone. Une course-poursuite à pied, ça peut être bien aussi. Ouais. Donc, c'est ce genre de choses-là, on peut agir sur le scénario. Maintenant, si t'écris Top Gun 3... Tu veux dire que Yamakasi, c'était un film écolo, en fait. Exactement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Donc, il y a plein de petites choses. Si un personnage, il va faire ses courses, pourquoi il irait pas à une AMAP? C'est vrai, ça change d'un supermarché. Et c'est... Bon, par contre, il faut que ça corresponde au personnage aussi, parce que sinon, c'est pas cohérent. Si on peut faire une histoire parfaitement cohérente en limitant les impacts, c'est mieux. À l'origine, le cinéma, ça vient du théâtre, et c'est par hasard si on a commencé dans des studios, que ce soit en France, Méliès, les Frères Lumière, ils avaient des studios, Hollywood, ça s'est créé. Au début, on faisait des films et tout était tourné au même endroit. Les extérieurs étaient super rares. Et puis à un moment, on a trouvé une espèce de liberté, les caméras sont allégées, on est sorti. Et puis on a pris des habitudes hallucinantes. On en parlait à un moment, dans les années 80, on faisait n'importe quoi. Si ton champ était pas assez vert, tu balançais de la peinture dessus. Enfin, c'est pas parce que t'as écrit une scène à l'étranger que t'es obligé d'aller la tourner à l'étranger. Ça, on le sait tous. Quand on regarde des séries américaines, on est habitué à voir que ça se passe à Marrakech, à Alger, à Tanger ou à Los Angeles. T'as l'impression que c'est toujours la même rue. Et en fait, tout le monde s'en fout.
Moi, j'ai bien envie de vous raconter comment ça s'est passé avec Plus belle la vie, parce que j'ai eu cette chance de voir comment ça peut être l'affaire de tous, en fait. L'idée, c'est finalement sur une série qui était produite de manière industrielle, quasi, parce que ça écrit en même temps que ça tourne. C'était une série quotidienne, populaire, qui n'existe plus, qui avait dans son ADN justement de suivre tous les mouvements, que ce soit les signaux faibles, tout ce qui agite la société, et dans cette idée du vivre ensemble. Là, le premier baiser homosexuel, c'est Plus belle la vie. Et donc, ce qui est marrant, c'est que ça s'est fait à l'inverse. C'est-à-dire que là, l'éco-production, elle était déjà là. On peut rendre hommage à un certain Serge Ladron de Guevara, qui aujourd'hui, du coup, est carbon manager à l'échelle de tout le groupe Newen. Il avait mis en place l'éco-production au sein de Telle France Série sur la production de Plus belle la vie. Et son enjeu, c'était justement de passer des impacts matériels qui étaient en partie maîtrisés aux impacts immatériels, et comment dans la série on pouvait... Et donc ce qui est très marrant, c'est que il travaillait au corps Pierre Monjanel, qui est le directeur de collection de Plus belle la vie, qui ne voyait pas du tout l'intérêt de parler avec des consultants écolos pour l'accompagner sur le récit. Et donc cette première réunion, il nous a pas fait un super accueil. En réalité, il se sentait un petit peu forcé d'être là, où il nous disait mais moi, oui, j'ai des convictions comme tout le monde, j'ai des enfants comme tout le monde, mais ma problématique, c'est mon personnage. Voilà, j'ai un personnage, Lola, qui est complètement écolo, mais je sais pas quelle sera sa prochaine action. Et finalement, Magali avait lu par hasard le bouquin d'une activiste américaine, vraie, qui dans les années 80 s'est perchée sur un arbre en Californie pour sauver une forêt. Elle pensait rester 2 semaines, elle est restée 2 ans. Un séquoia, en effet. Pierre Monjanel est tombé amoureux de ces histoires, et il s'est dit, bon allez, Serge, tu te débrouilles, tu me trouves un arbre à Marseille, elle va défendre la biodiversité et tout ça. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que on est parti d'une problématique qui était complètement scénaristique, et où on voulait aboutir à quelque chose qui pourrait être une forme de sensibilisation. On a fait une arche très très jolie avec cette fille qui était amoureuse de cet arbre et qui raconte la biodiversité autour de ça, mais qui fait siège aussi. On s'est beaucoup marré. Moi, j'ai fait venir Camille Etienne qui lui a donné la réplique. On a mis pour la scène de mobilisation des vrais activistes de Greenpeace Marseille et de ANV COP21. Enfin, c'était très très drôle. Mais en tout cas, voilà, on a commencé avec cette première problématique qui était j'ai un personnage, je ne sais pas vers quoi il peut aboutir. Mais finalement, au fur et à mesure de notre collaboration, parce que ça s'est fait sur la dernière saison, ça a été aussi, j'ai envie de parler de tel sujet. Je voudrais adresser la question du blackout, un blackout énergétique. Il avait un flair incroyable, Pierre Monjanel. Il avait anticipé la crise du Covid. Il nous avait fait travailler sur les méga-feux avant les méga-feux, le blackout avant ce qui se passe aujourd'hui. Bref. Et donc, ça peut être dans une très grande anticipation d'écriture, de dire j'ai envie d'aborder cette thématique, je sais pas trop comment. Et donc, ils vont travailler toujours de concert avec le producteur exécutif très à fond sur les coprods, et du coup ils vont pouvoir ensemble tisser quelque chose qui est compatible à la fois sur la dramaturgie, l'évolution des personnages et les coproductions. Et même en aval, on a réussi à faire des choses, c'est-à-dire que dans la fin de notre collaboration, il m'envoyait, que ce soit l'arche en quelques lignes, le synopsis en beaucoup plus de lignes ou les dialogués en beaucoup plus de pages. On était en capacité d'avoir cette double lecture qui était à la fois une lecture immatérielle, donc le message, et une lecture matérielle sur s'il offre un bouquet de fleurs, peut-être qu'il pourrait plutôt aller dans une boutique vintage, acheter un petit foulard qui représente des fleurs plutôt que des fleurs, parce qu'on sait qu'écologiquement c'est un désastre. Et donc finalement, ça peut être l'affaire de tous à tous les moments de l'écriture. D'expérience, je vous dis que c'est jouable, et moi ça m'enthousiasme vachement. Après, il faut s'adapter aussi à la façon de faire de chaque prod, mais on pourrait avoir ces réunions de cadrage hyper régulières où on fine-tune à chaque fois. Moi, j'ai beaucoup d'espoir qu'on y arrive. J'ai un exemple qui va dans le même sens. En effet, 1, le côté mettre de l'huile dans les rouages, et 2, s'appuyer sur les personnes motrices. La série Irma Vep d'Olivier Assayas. À la base, on a été contacté par la prod Exé en France, qui nous a dit, on fait cette série pour HBO. Et on vient d'avoir un Green Manual de 70 pages. Help! Help! Peux-tu nous rappeler ce que c'est qu'un Green Manual? C'est les consignes, parce que nous, on a des réglementations qui sont en train d'arriver en France. Je rappelle que le CNC, à horizon 31 mars, oblige à la mise en place d'un bilan carbone, qui sera contraignant d'un point de vue de financement à horizon janvier 2024.
Mais pour un certain nombre de plateformes et un certain nombre de structures, il existe déjà des règles qui sont imposées, des règles de production, des choses à faire, des bonnes conduites. Donc le Green Manual, c'est un bouquin de 70 pages de HBO sur les règles de bonne conduite sur la production de projets pour HBO. Et donc, à la base, on est juste consultant, on est un peu en bout de chaîne et on commence à regarder ce qu'on peut faire. Le projet est déjà un peu avancé, la prépa, etc. Donc on arrive un petit peu tard, tous les scénars sont écrits. Puis c'est Olivier Assayas, la possibilité qu'on fasse bouger un artiste comme ça. Vu qui on est, on y va avec beaucoup de retenue. Diplomatie. Enfin, on n'y va d'ailleurs pas du tout, en fait. En vrai. Ça, c'est vraiment très diplomatique. C'est une grande diplomatie facile. Ça. Et il s'avère que ce projet a une particularité, c'est que c'est le tournage d'un tournage. Et donc, à un moment, on recontacte et on est en contact direct avec les gens d'HBO aux États-Unis. On leur dit, mais vous nous demandez de faire le tournage de façon éco-responsable, mais on fait le tournage d'un tournage. Donc, qu'il faut que le tournage qu'on raconte soit lui aussi éco-responsable. Et là, la personne me regarde en face, c'était en visio, avec un truc de... Sans déconner, si vous arrivez à faire ça, mais ça serait tellement ouf. En fait, elle avait même pas imaginé que nous-mêmes, on puisse appliquer ces choses-là. Et n'osant pas aller directement vers Olivier, en fait, on a commencé à discuter avec les gens avec qui on travaillait, donc avec la déco, etc., en disant, mais au-delà de la façon dont vous allez fabriquer le décor, est-ce que vous pouvez faire apparaître dans le décor des éléments? Et ça a été un jeu, justement, avec un certain nombre de personnes, de faire en sorte que sans forcément avoir à le dire et à demander l'aval de la réalisation. Juste, c'est des éléments de décor, ça va, le décor est validé. On n'est pas allé te demander que c'était une machine à café à grains plutôt qu'une machine à café capsule, que on a fait apparaître des labels sur les planches de décor qui sont mis de façon un peu arbitraire, mais pour évoquer des labels de bois responsable, de forêt renouvelable, etc. Et donc, il y a eu tout un travail qui a été fait comme ça, où on a réussi à faire en sorte de façon légère, mais malgré tout, on a réussi à faire bouger le truc et apparaît dans les séries. Je pense qu'il y a peut-être que nous qui le voyons, mais on a réussi à faire rentrer ce truc-là. Donc là, on parle de clandestin, vraiment. C'est là, du clandestin. On était super clandestin. Là. Après, ça joue sur l'inconscient collectif, c'est simplement. Mais ça joue sur quelque chose et surtout, on a impliqué tout le monde dans une sorte de jeu. Tiens, on va essayer de voir ce qu'on arrive à mettre, etc. Et derrière, on a montré à HBO que c'était possible et on s'est donné une ambition de vouloir aller plus loin que ce qu'on nous demandait juste. Et on a un peu réussi à le faire et aujourd'hui, on travaille plus régulièrement avec HBO. À partir du moment où on commence à faire des choses, les choses bougent et on ne sait pas jusqu'où elles peuvent bouger. Donc, il n'y a pas de petits gestes. Peut-être que ça se voit pas, mais en tout cas, tu ne montres pas ce qu'il faut pas faire. On revient à l'écriture par défaut aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont écrites par défaut qui, elles, sont pas éco-responsables parce qu'on n'y a pas pensé, et donc c'est juste réfléchir à ce qui est écrit par défaut, comme on disait tout à l'heure. Très très vite, les neurosciences prouvent que ça a beaucoup plus d'impact, de voir des petits labels comme ci, comme ça a un impact très très fort, et pour avoir bossé un peu dans la pub, ça s'appelle un point de contact, ça. Sur le scénario, il y a une personne, et je trouve que l'exemple de Plus belle la vie est vraiment intéressante. Tu veux dire que mon exemple, il était pas intéressant? Si, ils sont tous intéressants, mais par rapport à ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une personne qui intervient sur le scénario qui est indispensable, qui est en tout cas en audiovisuel, qui est pas en cinéma, qui est le directeur littéraire ou le directeur de collection. Une des solutions pour moi, ce serait de former cette personne, parce que cette personne, elle est entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire entre le désir de l'auteur et le réalisme du producteur. C'est déjà cette personne qui va dire à l'auteur, oui, ben là, il y a un décor unique, donc résultat, ça va coûter trop cher pour le producteur, il faut l'enlever. On va plutôt dire que cette scène, elle se passe déjà dans ce décor qui est déjà 3 fois et tout ça. Donc, elle a déjà ces réflexes-là de gérer les contraintes du producteur ou les contraintes extérieures dans le scénario, de dire là il y a trop de personnes, on va en enlever quelques-unes, là ça rentre pas dans le plan de travail, voilà. Ça c'est le directeur littéraire et le directeur de collection. Et aujourd'hui cette personne elle est pas du tout impliquée sur l'écologie. Et c'est là où je voulais justement revenir sur l'exemple de Plus belle la vie, c'est que le premier qui a bloqué, ce que tu disais, c'est le directeur de collection. Et moi ça m'étonne pas du tout. Tous ceux avec qui je travaille, ça les intéresse pas du tout et ils disent on a déjà tellement de contraintes à gérer et donc ils laissent passer des choses et donc ça revient après aux producteurs comme moi ou comme d'autres. On fait le rappel au directeur littéraire, mais j'avoue que je pense que c'est vraiment la personne à toucher dans un scénario, ça serait le directeur littéraire ou le directeur de collection à former et on aurait vraiment un vrai impact, je trouve. Ou se mettre à son service, parce que moi oui, après sûr, oui. c'est vraiment ce qui s'est passé. Je dis quelles sont tes problématiques et on va y répondre. Et alors pour reboucler sur le bonheur sur le tournage, donc les tournages étaient déjà éco-produits, mais quand c'était les arches écolo, il y avait ce supplément d'âme qui fait que les gens étaient super heureux et que même s'il y avait potentiellement des petites contraintes supplémentaires parce que l'histoire de la fille qui se perche sur son arbre, techniquement c'était un peu compliqué, ils y ont mis un cœur à l'ouvrage énorme et franchement
est-ce qu'on fait pas ces métiers aussi pour être heureux, quoi? Ah bah ça c'est clair. Ouais. Complètement. Ouais. C'est un métier de passion. Ce que tu dis là, pour tous les réalisateurs, il faudrait tous qu'on impose presque autant que possible de faire des éco-tournages. Et même les réalisateurs pas écolos, ne serait-ce que pour le bonheur que ça génère dans l'équipe, c'est dans leur intérêt aussi. On a parlé du mot contrainte. Et les gens disent mais faire un tournage écolo, etc. Et d'ailleurs, j'aime pas ce terme. Enfin, aujourd'hui, on devrait faire un tournage de cette façon-là. Ça devrait être la norme. Et ce qu'on faisait avant ne devrait pas être la norme. C'est le débat bio-conventionnel qui revient au niveau de la production. C'est un peu cette idée-là. Mais aussi, l'idée dit assez contraignant. Mais vous vous rendez pas compte que travailler avec des habitudes, c'est contraignant aussi. Vos habitudes vous contraignent. Faire les choses parce que vous avez l'habitude de les faire et que vous avez toujours fait comme ça. Combien de fois j'ai entendu cette phrase? On a toujours fait comme ça. Et je pense que c'est une des pires phrases de la Terre qui vient justifier les pires choses de la Terre on a toujours fait comme ça et ça marche dans tout. S'il n'y a pas des personnes qui viennent vous montrer qu'il y a d'autres champs des possibles, et tu viens de le dire par rapport au scénario, mais c'est vrai dans la technique, c'est vrai à la caméra, c'est vrai à l'électricité, c'est vrai à la régie, etc. Dire, en fait, tu peux penser différemment, tu peux faire tes plans de mobilité différemment, tu peux faire tes repérages différemment, tu peux faire ta lumière différemment, et ça sera pas forcément pire, ça sera pas forcément une contrainte, ça peut t'apporter quelque chose d'artistiquement hyper intéressant. T'es plus performant quand tu réagis par habitude, tu le fais plus vite, plus rapidement, etc. Ce qui est un peu la course dans laquelle on est rentré depuis le numérique, l'avènement de la pellicule, et il faut faire tout plus vite en machin, et on fait en 3 semaines ce qu'on faisait avant en 8, etc. En fait, revenir aujourd'hui dans une idée on reprend le temps de réfléchir. Un petit exemple concret, sur le tournage d'Etel Givry, il y a une séquence en vélo où il y a tous les jeunes qui font du vélo. Et le réflexe classique, comme d'habitude, on va prendre une voiture travelling, on va mettre la caméra à l'arrière d'un pick-up. Et là, on s'est dit, et si on prenait un vélo travelling? Donc en fait, il y a quelqu'un qui va pédaler, on va mettre une petite carriole et vélo cargo. Ouais, voilà, c'était super en fait. Et là, c'était presque mieux parce que en plus pour le son, c'était mieux, il y avait pas le bruit de la voiture, il y avait plus de proximité. Pour la sécurité, c'était moins inquiétant et on était tous super contents de cette idée. Et donc artistiquement, c'est presque mieux. Et en plus, ça nous file tous la banane parce qu'on a fait un truc un peu bien et c'était nouveau, on a eu l'idée et il faut réinventer tout ça, quoi. Et ce qui est très drôle, c'est que cette idée, elle vient du fait que le vélo cargo, c'était la personne qui venait chercher les biodéchets sur le tournage, qui récupérait avec son vélo cargo les déchets organiques du tournage pour faire de l'engrais, du compost, etc. Et je me souviens d'avoir reçu la photo du chef-op, Thierry Pouget, mort de rire avec Stéphane Birzin, le machiniste qui était derrière, qui pédalait, et on l'a posté, on a demandé à la prod, on l'a posté sur les réseaux sociaux, et ça fait partie des posts qu'on fait le plus de likes parce que tout d'un coup, il y a eu un truc, encore une fois, on revient sur c'est fun, on est fier, on est content, etc. Et on est très très loin du côté c'est punitif, on a tous des t-shirts en chanvre et on bouffe des brocolis à l'eau. sans faire le relou, il y a quand même aussi une réalité que nous on vit, c'est qu'il y a quand même des contraintes malgré tout. On parlait tout à l'heure, effectivement, je disais 10 000 euros. Pour être clair, quand je parlais de 10 000 euros, c'est-à-dire que on gagne 20 000 euros et on perd 30 000. Donc aujourd'hui, moi, ce que je dis aux autres producteurs qui viennent demander conseil auprès de Merlin, et c'est ce qu'on a mis dans notre comité de pilotage, c'est de ne pas oublier que aujourd'hui, ça coûte plus cher. Moi, j'estime qu'il faut mettre cet argent. Donc je le fais, mais je mens pas, en tout cas à tous les producteurs qui veulent nous suivre. Je le dis aussi régulièrement aux diffuseurs, et je trouve dommage que pour le coup, aucun diffuseur ne s'aligne dessus. Aucun diffuseur me dit, tu sais quoi, la moitié, je vais le prendre en charge, parce que c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, personne ne le prend en charge que le producteur. Et comme aujourd'hui, les budgets sont plutôt de tendance à descendre qu'à monter. Les budgets de fiction, je pense documentaire, à mon avis, c'est pareil. Faut pas me lancer là-dessus. D'accord. Oui. En tout cas, voilà, les budgets ont plus tendance à descendre que monter. Et malgré tout, ça nous coûte quand même de l'argent. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on a 2 fois plus d'équipes régie. Parce que avant, on avait tant de voitures pour aller chercher les comédiens, les machins, les trucs. Aujourd'hui, on fait pas ça. On prend un seul minibus qui fait un seul tour. Mais donc, résultat, on commence plus tôt le matin et on termine plus tard le soir, puisqu'il faut faire un grand tour au lieu de faire plein de voitures qui vont... Alors certes, on a grave descendu notre bilan carbone, mais aujourd'hui, comme on peut pas faire travailler, et c'est complètement normal, plus de 12 heures quelqu'un, et qu'il faut qu'il ait son temps de repos aussi, et ce qui est encore une fois complètement logique, on a pris 2 personnes. Et pareil, la personne qui emmène ensuite nos déchets, parfois, suivant l'endroit où on tourne, les déchets sont à emmener très très loin. Et donc, résultat, c'est pareil, on a rajouté une personne. Et encore une fois, je suis persuadé, et j'insiste sur le fait qu'il faut le faire. Il faut mettre cet argent. Alors, jusqu'à maintenant, il y avait aussi un référent Covid qu'on devait rajouter, qui était aussi une contrainte, puisque nous, on était à Fontaine-à-Eau et Gourdes sur le tournage. Il s'avère que le référent Covid l'a empêché en disant il y a trop de monde qui se met autour de la Fontaine-à-Eau. Donc, on est revenu aux bouteilles à eau le temps du Covid pour pouvoir ensuite, maintenant, on est revenu de nouveau aux Gourdes et aux Fontaine-à-Eau puisque le Covid baisse. On a quand même malgré tout des contraintes et je suis vraiment d'accord avec vous, ça met la banane sur les tournages et c'est vrai que c'est con, mais les Gourdes avec les noms dessus, les prénoms
de toute l'équipe dessus. On a l'impression tous de faire partie d'une même équipe, mais n'empêche qu'il faut vraiment dire aussi aux producteurs et aux diffuseurs que ça coûte plus d'argent. Et aux politiques, parce que c'est là on a besoin de... Alors, tu as une solution qui consiste à mettre le référent Covid et le référent écolo dans un ring et de les faire se battre et de filmer, de mettre sur YouTube. Il y a aussi le référent harcèlement. Mais peut-être qu'on peut être créatif là-dessus et se dire que ça peut être aussi dans les budgets de formation, puisque dans le fond, on doit aussi reprendre à zéro tout un tas de choses. Et nous, côté Imagine 2050, on se rend compte que c'est difficile de faire passer cette idée qu'il faut un consultant écolo, même si c'est pas difficile de se dire on va prendre un consultant flic ou médecin quand on fait une série qui parle d'une série policière ou une série hospitalière. On a des budgets consultants pour ça, c'est pas encore entré dans le... Mais voilà, la formation, c'est de l'argent que toute entreprise est obligée de, entre guillemets, sanctuariser. Peut-être que on pourrait être créatif et trouver un moyen d'aller là-dedans. Ouais. En l'espace de 8 mois, on a l'intégralité de notre industrie qui s'est réorganisée autour du Covid. C'est-à-dire qu'en l'espace du 8 mois, et là tu viens de parler du coût, le coût s'est réparti entre qui assume le protocole sanitaire. On définit un protocole sanitaire. Pourquoi aujourd'hui une production, un groupe comme Media One, etc., en effet, ne définit pas son protocole écologique, enfin son protocole socio-écologique. Alors ça, c'est le cas depuis le 2 février chez Media One. Voilà. Félicitations Media One, et que tout le monde fasse comme Media One, et en effet, partageons ces bonnes pratiques, que ça soit aussi assumé par les diffuseurs, que ça soit assumé par les financeurs, que ça soit assumé par les pouvoirs publics, par le biais des régions aussi, qui accueillent des tournages et qui mettent ou ne mettent pas à disposition, et je ne ferai pas de bashing, mais pour être environnementalement friendly, il y a des régions dans lesquelles il est beaucoup plus facile de l'être que d'autres. Et donc, quand on met tout le monde autour de la table, en fait, on répartit la patate chaude, et c'est pas on se refile la patate chaude, c'est si chacun prend un petit bout de la patate chaude, c'est beaucoup plus facilement assumable. Et l'autre côté, il y a une partie aussi, et vous en parlez par le biais de la formation, il y a une partie investissement. Si on envisage à l'échelle de groupe encore et à l'échelle de structure une démarche sur le long terme, et qu'on arrive à rendre l'éphémère durable, j'adore cette phrase, en repensant les projets dans une globalité, c'est pas un projet après l'autre, c'est un ensemble de projets que je produis. En fait, si je me sers d'un projet pour réfléchir le prochain, l'argent que j'ai dépensé sur un projet, il m'aidera à en dépenser moins et en économiser plus sur le projet. Et en fait, de cette façon-là, je vois pas une dépense, je vois un investissement et une stratégie d'entreprise qui me permet à mon entreprise d'être plus durable et à mes projets d'être plus respectueux. Il y a autre chose, c'est qu'on est face à une augmentation des coûts, donc l'inflation est hyper forte, et l'énergie coûte de plus en plus cher, ça on le sait. Donc tous ces réflexes qu'on prend aujourd'hui, c'est presque marginal de dire on a tourné cette scène avec les gosses à vélo, avec un vélo, mais en réalité, plus ça va, plus ce type de réflexe en fait va faire des économies à la prod. Et à un moment, ça va même s'équilibrer. Le cercle, le salaire du régisseur que tu as en plus, il va être compensé par le coût de l'énergie que tu économises. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que vous avez raison de parler d'investissement, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui c'est le cas. C'est là où ça nous dépasse et qu'il faut que ça soit encadré justement pour inciter ces pratiques-là. Là, pour l'instant, on va être obligé de rendre un bilan carbone, mais même si tu as un bilan carbone qui est dégueulasse et que tu as tourné un court-métrage et tu as fait l'équivalent de Top Gun 2, encore puni. Voilà. Il y aura pas un Nutri-Score sur l'affiche, tu penses, un truc voilà, comme ça. non, c'est juste, j'ai rendu mon bilan carbone. Mais 70%, je pense, de la production n'est pas de la production aidée, n'est pas de la production qui est financée par le CNC, donc ne va pas avoir la nécessité de rendre des bilans carbone sur ses productions. Les magazines, les journaux télé, les jeux, la pub d'ailleurs, CMI, mais effectivement, et aussi hors système aidé. Donc la majorité des programmes qu'on regarde à la télévision sont pas concernés en fait par ces transformations-là. Je voudrais ajouter un petit truc parce qu'on en a parlé, mais en effet la formation, c'est quelque chose qui s'est extrêmement développé. Il existe aujourd'hui de plus en plus de formations à destination des techniciens, des techniciennes. En effet, les sensibilisations, formations, Imagine 2050, les fresques du film, les fresques de la publicité, etc. C'est fini l'époque où on se disait on n'a pas d'outils, on ne sait pas comment, etc. Donc faut vraiment aussi aider à diffuser tout ce qui existe pour que les gens s'en emparent. On a une conférence qui dure 2 heures, qui permet de sensibiliser sur les imaginaires, où on raconte en introduction les réalités scientifiques du GIEC et de l'IPBES, qui sont pas très rassurantes sur notre avenir. Et ensuite, très vite, on passe à raconter les imaginaires qui sont dominants et ceux qui le sont moins, mais qui sont préconisés par tous les rapports prospectifs. Il y en a eu plein qui sont sortis ces dernières années, ces derniers mois, que ce soit le Shift Project, RTE, Négawatt, les 4 scénarios de l'ADEME, scénario Zen de Entreprises pour l'environnement. Enfin, il y a plein de scénarios prospectifs qui nous dessinent des trajectoires possibles.
Il y en a une première qui est, on continue business as usual, on va dans le mur très très vite. Il y a un autre imaginaire qui est plus dominant aujourd'hui et il est presque un peu plus dangereux, qui est le technosolutionnisme. En gros, vous inquiétez pas, on va bien trouver une solution. Nous, les humains, on a réussi à craquer tous les systèmes, on va bien réussir. La géo-ingénierie, tout ça. Voilà, exactement. C'est presque plus dangereux parce que finalement, vous vous dites, ça va, c'est sécure. Et le dernier scénario, qui est celui où ils sont tous d'accord, c'est qu'il faut qu'on aille vers un scénario de sobriété. Le problème, c'est qu'on n'a pas de représentation de à quoi ça ressemble, un monde sobre. Quand on en a, elles sont négatives. Et donc, cette grande deuxième partie de cette conférence vise à donner les clés de quelles sont les représentations toxiques, pas toxiques, puis surtout de faire une immersion dans ce monde de sobriété parce qu'il existe par touche, par confetti, un peu dans le monde entier, et ça donne beaucoup d'inspiration. Et on source à chaque fois des programmes qui, d'une manière ou d'une autre, participent de créer cette représentation, toujours dans un truc joyeux et enthousiaste. Ça, c'est ma conviction. Donc ça, c'est un des outils qui est facile à mettre en place dans les grandes structures. On l'a d'ailleurs fait chez TF1, chez Newen, chez Canal+. Faire rêver avec de la sobriété et pas seulement montrer ça comme quelque chose où on retire, Exactement. où on empêche. Exactement. Et on a d'autres outils, toutes les fresques qui deviennent maintenant très connues. Celle du climat est très connue, mais il y en a une sur la biodiversité, sur le film, la pub, etc. Et donc là, l'intérêt, c'est d'aller adresser ces fresques avec des gens qui viennent de nos métiers. Pour faire cette transition, on n'a pas envie que des gens qui ne sont pas du sérail viennent nous dire ce qu'on a à faire. Là, ce qui est intéressant, c'est que des journalistes parlent à des journalistes, des gens qui ont fait des programmes parlent à des gens qui ont fait des programmes, et la transition, elle est... De pair à pair, oui. Exactement, de pair à pair. Et après, il y a un outil que moi j'adore et que je suis en train de fine-tuner là, et je prends un plaisir dingue, c'est le design fiction. Le problème aujourd'hui, c'est que quand on se projette, on est vraiment tout le temps dans la dystopie. Et donc là, c'est un labo de psycho à l'université de Plymouth qui travaille sur des souvenirs de l'avenir. C'est-à-dire que vous vous projetez dans l'avenir et vous essayez de vous raconter comment, entre 2023 et 2040, vous êtes parvenu à votre objectif. C'est, je pense, un outil génial pour les créatifs, de manière à raconter de leurs propres histoires, et ils sortent des trucs géniaux, hein. Moi, j'ai fait ça avec des étudiants il y a 2 semaines. Tu te souviens, 2028, quand Mark Zuckerberg s'est fait assassiner, que l'action méta est tombée, on n'avait plus de réseaux sociaux. Et là, on a pris la décision Là, les plafonds de verre, ils explosent vraiment, et nos pensées limitantes, elles... Donc voilà, et franchement, ça, c'est 3 des outils qu'on a imaginés, et chaque jour, on en invente d'autres. Avec Imagine 2050, le Media Club Green et l'Observatoire des images, qui est une structure animée par quelqu'un qui s'appelle Olivier Sabi, on s'est dit qu'il manquait aussi des lieux d'échange qui s'adresseraient au top management. Comme souvent, le top management dans les grands groupes est pas forcément aussi sensibilisé, aussi éveillé à ces enjeux-là. Il fallait leur faire des formations très spécifiques, et plus que des formations d'ailleurs, c'est des lieux d'échange parce que c'est quand même des personnes qui peuvent construire ou co-construire des visions à très long terme. Je crois qu'il faut que 20 ou 25% d'une collectivité, d'un groupe bascule pour faire basculer l'ensemble du groupe. Je pense qu'on n'est pas très loin avec ces imaginaires, avec la force et notre responsabilité, parce qu'on est un secteur de médias, un secteur d'influence, donc c'est notre responsabilité. C'est pas juste il faut qu'on le fasse parce que les autres le fassent, c'est par rapport à d'autres secteurs d'activité, on a un pouvoir d'influence qui est monumental. Et d'exemplarité aussi. Ouais. Et d'exemplarité. Et à partir de ce qu'on fait, on peut beaucoup plus que d'autres faire basculer l'ensemble. Si vous aviez un message à faire passer à la communauté des scénaristes suite à tout cet échange, ce serait quoi ? Je trouve ça très enthousiasmant, mais je sais qu'en tant que scénariste, c'est dur. Ça m'est arrivé de travailler sur des sujets écologiques et je n'arrive pas à trouver l'approche et tout ça, parce qu'on est à une époque où faire un film juste qui dénonce un truc scandaleux, ça suffit plus. Il y a 20 ans, on pouvait faire des films qui dénoncent une catastrophe écologique et c'était génial. Là, maintenant, si on fait ça, qu'est-ce que ça apporte de plus qu'un documentaire qui se ferait très bien, et il faut aller plus loin, en fait. Les films qui parlaient de catastrophe il y a 30 ans sont des documentaires aujourd'hui. Oui, ouais. Mais s'il faut trouver la solution, qu'elle soit entendable par les gens qui veulent pas l'écouter, enfin, il faut essayer de mettre en place un monde qui fait rêver demain, qui soit plus sobre et tout ça. Donc, c'est des vrais défis. Si on veut faire un film sur le massacre des dauphins dans le golfe de Gascogne, c'est pas évident, en fait. Soit on prend une approche frontale avec des gens qui vraiment luttent contre ça, mais du coup, c'est clivant. Soit on prend une autre approche avec des pêcheurs qui vont changer, mais du coup, ça peut être moralisateur. Donc, c'est pas évident. Mais c'est passionnant. Et c'est fondamental. On a vraiment
vraiment, nous, scénaristes, un rôle immense à jouer dans cette histoire. Et en tout cas, là, je parle pour moi, ce qui m'aide, ce qui m'inspire le plus, c'est quand je sors de mon écran et que je vais dans la nature, que je vais au contact de cette planète incroyable, quoi. On est vite dans notre grotte quand on est à l'écriture et ça permet de pas faire du cliché, de trouver des idées qu'on pourrait pas avoir si on restait tout seul chez soi, quoi. Moi, je dirais, pensez à viser ceux qui ne sont pas convaincus. Pour vous donner une idée, chez Merlin, on reçoit, mais c'est le classique, on reçoit 500 projets par an. Et à chaque fois que ça traite d'écologie, c'est soit culpabilisant, soit c'est vraiment en direction des gens qui sont déjà convaincus que c'est bien et qu'il faut le faire. Visez vraiment les gens qui ne sont pas convaincus. Et puis continuez à nous bousculer, parce que ça, c'est important, quoi. Moi, je recommanderais la lecture de 2 bouquins. Enfin, selon sa sensibilité, on choisit lequel on veut lire, qui sont des utopies concrètes, en fait. Donc, soit on a envie d'en lire dans la vraie vie, et à ce moment-là, je vous recommande le livre de Rob Hopkins. Rob Hopkins, c'est celui qui a lancé le mouvement des villes en transition, en commençant par la sienne, à Totnes, en Angleterre. Et c'est un mouvement qui est en train de devenir international. Et donc, son bouquin que je vous recommande, c'est « Et si on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons ?» Et donc là, vous allez vous prendre plein d'inspirations, de trucs vrais, à la fois respectueux des limites planétaires et de la dignité humaine. Il adresse vraiment les deux en même temps. Et le deuxième bouquin, donc pour les passionnés plus de science-fiction, c'est Ecotopia. C'est un roman qui ouvre le courant du solarpunk, qui est très confidentiel par rapport au cyberpunk ouais, dont on parlait tout à l'heure. Mais ce qui est fascinant, c'est que autant Blade Runner et Ecotopia sont sortis à peu près à la même période, dans les années 70. C'est contemporain du rapport Meadows, 1972, je crois. Ouais. C'est le premier rapport sur les limites planétaires qui nous indique nos trajectoires. Donc on sait depuis les années 70 où on va. Vous allez retrouver tous les ingrédients de ce que ça peut être une vie sobre. Ernest Callenbach, Ecotopia. Moi, j'aurais tendance à dire aux scénaristes qui écoutent, en fait, n'écrivez pas sur l'écologie si vous n'avez pas envie d'écrire sur l'écologie. En revanche, essayez de pas écrire de choses qui incitent les gens à faire n'importe quoi. Pas raconter de conneries, c'est déjà super important. Et puis si vous avez envie de faire des beaux films sur l'écologie comme Les Têtes givrées, allez-y. Aujourd'hui, tous les prime time qui sont ouvertement sur l'écologie, ça fait fuir les gens. Ça fait des audiences désastreuses. Et à un moment, comment est-ce qu'on fait pour donner envie aux gens qui, a priori, vont pas venir, de venir? Alors moi, j'aurais tendance à proposer ce que nous, on propose à tout le monde, c'est-à-dire de questionner ses habitudes. Qu'est-ce que je mets en place de façon automatique, sans y réfléchir? Et c'est généralement là que se niche le détail, et le diable est dans les détails. Est-ce que j'ai bien réfléchi à chaque mot que j'ai écrit, et pas que à la blague et à la chute que je voulais mettre? Et est-ce que j'ai pas mis à des endroits, sans y réfléchir, des choses qui véhiculent des images parce que j'ai l'habitude, parce que j'ai... voilà, et que si vous avez la possibilité de prendre le temps de questionner ce que vous faites par habitude, possiblement vous arriverez mieux à changer vos habitudes. Merci beaucoup à tous les 5 pour vos réponses. Merci. Merci à toi. Merci. L'écologie et le scénario, c'est terminé. Merci encore à Julien, Mathieu, Yasmina, Stéphane et Fabrice pour leur participation. Merci à la Bibliothèque du cinéma François Truffaut pour l'accueil du tournage. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le autour de vous s'il vous a plu. Et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify s'il vous plaît. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines de retour avec un épisode classique. D'ici là, n'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art, mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader. À bientôt.